Je vivais aux États-Unis, j'étais un étudiant, À quoi ressemble Jonathan Morrison enfant? un jeune plein d'énergie, je dirais, et qui a soif de découverte. Je ne peux pas vraiment me rappeler en train d'entreprendre depuis le bas âge ou bien avoir des envies d'entrepreneuriat parce que j'étais beaucoup jeune, je ne savais pas réellement ce que je voulais jusqu'à ce que j'arrive aux États-Unis. Est-ce que l'entrepreneuriat commence depuis les États-Unis ou est-ce que c'est quand tu arrives en Côte d'Ivoire? Ça commence depuis là-bas. C'est là-bas que je prépare tout, en fait. C'est là-bas que je découvre toutes les opportunités, tout ce que je peux faire. C'est là-bas que j'ouvre les yeux. C'est là-bas que je planifie tout ce que je suis en train de faire actuellement. Pourquoi tu as choisi l'Afrique? Je n'étais pas à 100% bien là-bas parce que je me dis que c'est pas mon pays. La vie d'un homme, ça se résume à son héritage, à son legacy. Qu'est-ce qu'il laisse? Donc, je ne peux pas, en tant qu'un homme, laisser mon pays, aller profiter des opportunités ou de vivre dans un autre pays que d'autres personnes ont construit. Tu rentres en Côte d'Ivoire en tant que milliardaire. Moi, je ne savais pas que j'étais suivi parce qu'aux États-Unis, j'avais un train de vie vraiment élevé. C'est eux qui m'ont donné l'étiquette de milliardaire parce qu'ils m'ont vu dans un jet privé, parce qu'ils m'ont vu à Miami et tout ça. Donc, ils m'ont donné la casquette de milliardaire et maintenant, ils ont commencé à me lapider avec des preuves qui montrent que je ne suis pas un milliardaire. Quand je suis en position de force, je présente une position de faiblesse. Je suis vainqueur par défaut. Lorsque tu rentres en Côte d'Ivoire, par quel projet tu commences? Je commence par la CAM, anciennement appelée Tchétchèn, maintenant CAM Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui se sont levés pour revendiquer la paternité du projet que tu as mené. On ne peut pas voler un projet. C'est trop enfantin de le dire. On n'ouvre pas une entreprise ou une structure pour gagner de l'argent. On ouvre une entreprise pour accomplir un objectif, pour accomplir une mission. Là, je suis venu, j'ai fait le petit poteau, ça a révélé beaucoup de jeunes stars, ça a aidé beaucoup de personnes, ça a déclenché l'industrie sportive en Côte d'Ivoire et c'est ce qui me fait plaisir. Moi, je me dis que je n'ai pas besoin de reconnaissance, je n'ai pas besoin même d'acclamation, même de soutien. Même quand les gens viennent, je veux que les gens viennent à ma compétition parce que c'est une belle compétition. Je ne veux pas qu'ils viennent pour me soutenir. Tout ce que vous voyez là, c'est nouveau. Et c'est pour ça qu'on a été combattu depuis le début. Ma spécialité, un peu, c'est que je ne suis pas vraiment attiré par l'argent ou bien par la gloire. Je veux juste résoudre certains problèmes. Je veux ouvrir les yeux de certains jeunes. Et le plus important pour moi est que ce soit réalisé. Parce que la vraie création, elle quitte son créateur et puis elle grandit à un point même que le créateur ne peut même plus rattraper cette création. C'est là qu'on dit qu'il a créé quelque chose. Les cagnottes, dès le départ, avant compétition, quand ils sont positionnés, sur quoi tu comptes? On compte sur la compétition elle-même qui doit générer la cagnotte des vainqueurs. Et si la compétition n'a pas pu générer, donc c'est à nous maintenant de le faire, c'est à nous de prendre notre responsabilité et on le fait. Voilà. En fin de l'édition passée, on va dire il y a eu des petits couacs. Bien sûr. Pour récompenser. Ces couacs sont dus à quoi? Il n'y avait pas de problème. C'est juste des gens qui veulent créer de la polémique et inciter d'autres personnes à nous attaquer. Le succès de la première édition a vraiment choqué beaucoup de personnes qui n'ont jusque-là pas digéré et qui ont juré de tout faire pour nous mener la vie dure. Bienvenue dans Valeur Ajoutée, le podcast qui met en avant des personnes, des personnalités, des parcours, des activités inspirantes et surtout qui met en valeur l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier. Je précise que ce podcast est toujours sponsorisé par GJA Entreprises, une structure qui évolue dans l'immobilier, le transport, la formation et l'audiovisuel. Et je suis Nyepa Joël Anani, son fondateur et son gérant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense honneur d'inviter, sinon de recevoir un jeune entrepreneur ivoirien qui a su faire parler de lui depuis son retour en Côte d'Ivoire. Quelqu'un de vision, quelqu'un de tantôt incompris, tantôt aimé, tantôt controversé. On aura le temps d'en parler, le temps de ce podcast. Et comme vous le savez, toutes les personnes qui viennent ici sont des personnes qui d'abord, moi, de façon égoïste, m'inspirent et qui, j'espère, inspireront d'autres personnes afin de remplir les 4 objectifs de ce podcast qui sont éduquer, inspirer, transformer et impacter. Merci d'être encore de plus en plus nombreux à vous abonner à nos pages et à suivre nos podcasts de sorte à ce que vous soyez impactés également à votre tour et impacter le maximum de personnes
de façon indirecte ou directe. Bonjour, Jonathan Morrison. Bonjour. Merci d'être présent dans ce podcast, dans nos studios. Merci à vous pour l'invitation. Et merci également d'avoir accepté spontanément de te prêter au jeu de podcast. Yep. Quand on sait que tu es quand même quelqu'un de très, très occupé, de très, très important sur tout l'événement qui approche. Merci. Alors, Jonathan Morrison, ça donne quoi à l'état civil? Est-ce que c'est Jonathan Morrison? Bien sûr. C'est Jonathan William Astrid Morrison. Astrid, d'accord. Tu sais, moi, une chose qui m'a toujours intrigué dans ton parcours, c'est Jonathan Morrison. C'est pas ivoirien. Je pourrais dire antillais, je pourrais dire haïtien, parce qu'eux, ils ont des noms qui ressemblent à des prénoms. Pourquoi on n'a pas Jonathan Morrison, Conan ou Kofi ou Digbe ou... Le Williams sort d'où? Le Williams, c'est bien le nom de famille? Non, c'est Morrison le nom de famille. Ah, Morrison, Yes. D'accord. Ça sort d'où? Bon, c'est la famille. Moi, je suis venu trouver. Hein. Donc, le nom des parents, c'est Morrison. Oui, bien sûr. Ivoirien. Ouais. 100% ivoirien. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Alors, aujourd'hui, je sais que tu es entrepreneur. Mais avant d'être entrepreneur, tu faisais quoi et tu étais où? Bon, je vivais aux États-Unis. J'étais un étudiant, un jeune élève étudiant. Ouais. D'accord. Tu as étudié quelle discipline? La technologie et un peu de finance. Ouais. D'accord. À quoi ressemble Jonathan Morrison enfant? Un jeune plein d'énergie, je dirais, et qui a soif de découverte. Tout. D'accord. Je vais dire qu'aujourd'hui, on voit le Jonathan Morrison ambitieux, visionnaire. Est-ce que c'est quelque chose que tu débutes depuis le bas âge ou c'est quelque chose qui t'arrive comme un déclic Bon, je dirais comme un déclic. Hein. Je peux pas vraiment me rappeler en train d'entreprendre depuis le bas âge ou bien avoir des envies d'entrepreneuriat parce que j'étais beaucoup jeune, je ne savais pas réellement ce que je voulais jusqu'à ce que j'arrive aux États-Unis et que je commence à grandir, à ouvrir les yeux, que je me dis, bon, voilà, il faut que je fasse quelque chose. Et comme je dis, ça, c'est des questions que je réponds à toutes les interviews, mais bon, c'est pas grave. D'accord. Quand tu dis tu arrives aux États-Unis, ça veut dire que tu nais en Côte d'Ivoire? Bien sûr. Où exactement? Yopougon. Yopougon. Yes. D'accord. À quel âge tu pars? Yopougon. Je pars à l'adolescence vers 15 ans, 16 ans aux États-Unis. D'accord. Et tu pars pour faire quoi? Pour Est-ce que y c'est le vivre football avec les qui... parents. Oui, je m'en doute, mais je vais dire que est-ce que c'est le football qui t'y emmène ou est-ce que tu vas simplement... Non. Ma mère était déjà là-bas depuis plusieurs années. Donc, je partais juste pour les études, pour vivre avec les parents et voilà. D'accord. Comment ça se passe parce que, bon, je sais un peu la vie un peu qu'on peut vivre aux États-Unis. Moi, je sais quand j'étais plus jeune, ma mère m'envoyait souvent là-bas pour les vacances. J'étais à Newark, dans le New Jersey. Comment se passe ton arrivée aux États-Unis et comment se passe ton adaptation quand tu viens d'Afrique? Bon. Mais essaie de me donner des détails pour que j'ai vraiment une image très claire de Jonathan qui arrive avec son accent de Yopougon. Il arrive aux États-Unis d'Amérique. Comment ça se passe les débuts? Il faut dire que depuis Abidjan, j'avais 2 maîtres de maison. Un spécialement en anglais et puis un autre maître pour toutes les autres matières. Parce que c'était déjà prévu que j'y aille pour rejoindre mes parents. Donc, ils ont décidé de me préparer en anglais ici déjà. Donc, je suis arrivé aux États-Unis avec quand même une petite base. J'ai voyagé tout seul, d'ailleurs, d'Abidjan jusqu'à Dallas. Le truc autour du cou, là. Et donc, je suis arrivé, j'ai passé quelques semaines, voire des mois à la maison. Et après, j'ai intégré une école et j'ai commencé à aller à l'école, jouer au foot à l'école et continuer. Voilà, c'est là que j'ai essayé de m'intégrer et c'est là que j'ai appris vraiment davantage l'anglais. Voilà. Ce que tu dis, c'est assez intéressant parce que moi, je pars à Paris dans les mêmes conditions. Mais moi, je suis encore beaucoup plus jeune, aux alentours de 7 ans. Okay. Je pars avec le fameux truc autour du cou, donc on te confie aux hôtesses. Et quand j'arrive là-bas, j'arrive là-bas avec mon accent ivoirien, donc on m'appelle le blédard. Ouais. On m'appelle le blédard, je suis un peu marginalisé dans la cour de l'école. Et je me lie d'amitié avec un jeune qui s'appelle Dan Karas, un juif, donc j'en parle dans mon autobiographie.
Et c'est une période très, très difficile pour moi. Parce que déjà, l'accent fait barrière, la culture fait À barrière. Paris, À Paris, je viens avec l'accent mais, du mais, bled. mais bon, Je ne du choque moment où c'est pas. la même langue, c'est beaucoup mieux que une langue différente. Hein. Ah non, mais quand tu viens avec... Tu sais que tu peux parler le français, mais je peux ne pas comprendre. Par exemple, en Angleterre, les Swedish, qui sont un Yes. peu plus au nord, ils parlent anglais, mais le londonien ne le comprend pas. C'est un peu Même en difficile. France, Même, tu prends un Marseillais, voilà, il peut ne bien pas le sûr, comprendre. souvent. Donc, quand moi je pars en Côte d'Ivoire, quand je pars en France, je ne parle pas comme là je suis en train de te parler. Je parle vraiment avec l'accent et je ne suis pas compris, je suis marginalisé et puis ça amène d'autres problèmes. Tu avais un maître francophone, un maître anglophone Bien sûr. qui te prépare avec l'anglais, mais il ne te prépare pas à la vie aux Non, 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 États-Unis. pas Tu du tout. viens, tu parles bien, d'accord, tu parles anglais, mais il y a le clash de la culture. Bien Il y a le sûr. clash du fait que tu débarques dans une école qui est Un nouveau différente. système. Voilà. Donc moi, je veux savoir comment s'est passé les premiers moments. Bon, moi, mes parents, ils ont toujours une vie vraiment aisée dans un quartier en toute sécurité, un quartier aisé aussi, je dirais. Donc, je n'ai pas vraiment eu de difficultés à ce niveau-là. Voilà, je partais à l'école en bus, je revenais le soir, tout était bien, bien tracé, quoi, je dirais. Donc, D'accord. ça m'a pas. C'est juste la compréhension du système et la mentalité aussi de là-bas qu'il fallait comprendre et s'adapter. Donc, c'est ça qui était un peu difficile. Mais c'est allé beaucoup plus facilement parce que j'étais entouré de jeunes comme moi et qui n'avaient pas d'esprit de discrimination, qui voulaient juste passer du bon temps et puis apprendre aussi à l'école. Donc, voilà, y a pas de problème. D'accord. Comment tu rentres dans le football quand on sait qu'aux États-Unis, c'est le basket? Non, moi, Voilà, j'étais voilà. déjà dans le football depuis ici. Ah, d'accord. Ouais, je jouais déjà au petit poteau, je jouais dans un centre de formation. J'avais même fait des tests à la SEC Ok. qui n'ont pas marché quand j'étais tout petit, avant même de m'envoler aux États-Unis. Donc, j'étais déjà passionné de football. Ouais. Et là-bas, c'est sport, études, donc c'est ce que je faisais. Et voilà. D'accord. Et dès que tu commences à jouer au football là-bas, automatiquement, les gens voient le potentiel en toi ou... Bien sûr, bien sûr. On voit le potentiel. J'ai eu beaucoup de demandes de je dirais scholarship. Voilà, j'ai eu beaucoup de propositions scholarship, mais voilà, j'ai- je n'ai pas continué, je n'ai pas terminé. J'ai préféré prendre la voie de l'entrepreneuriat. D'accord. Est-ce que l'entrepreneuriat commence depuis les États-Unis ou est-ce que c'est quand tu arrives en Côte d'Ivoire que Ça tu... commence depuis là-bas. C'est là-bas que je prépare tout, en fait. C'est là-bas que je découvre toutes les opportunités, tout ce que je peux faire. C'est là-bas que j'ouvre les yeux. C'est là-bas que je planifie tout ce que je suis en train de faire actuellement. D'accord. Quand tu dis tu prépares, est-ce que tu commences à lancer des choses aux États-Unis, des business Non, aux non, non, je n'ai États-Unis? jamais lancé de business aux États-Unis. D'accord. Jamais. Et pourquoi tu as choisi l'Afrique? Quand on sait que tu es parti jeune, Ouais, donc je suppose que tu avais l'anglais, tu avais le système, tu aurais pu, en plus avec ta vision qui n'est pas forcément comprise, bien mais sûr, c'est en train de venir bien en sûr, Afrique, bien sûr. peut-être que ça allait directement correspondre aux États-Unis. Pourquoi tu Bon, décides de rentrer? moi, c'est vrai, c'est un beau pays, mais je n'étais pas à 100% bien là-bas parce que je me dis que c'est pas mon pays. C'est le pays des gens. Ils ont souffert, ils ont réfléchi, ils ont construit leur pays. Et tout, la vie d'un homme, ça se résume à son héritage, à son legacy. Qu'est-ce qu'il laisse? Donc, je peux pas, en tant qu'un homme, laisser mon pays, aller profiter des opportunités ou de vivre dans un autre pays que d'autres personnes ont construit. Donc, si j'ai quelque chose à faire, si j'ai des capacités, si je peux monter une entreprise qui pourra aider certaines personnes, il faut que je le fasse pour mon pays. Au moins, je participe au développement de ce pays-là, donc je peux laisser quand même un héritage que d'autres personnes pourront prendre pour avancer. Parce qu'il y a une certaine concurrence saine, hein, une concurrence de pays, de développement et tout ça. Et c'est ce qui me motive à mettre toutes mes compétences au service de mon propre pays, au service de la jeunesse. Là, je suis venu, j'ai fait le petit poteau, ça a révélé beaucoup de jeunes stars, ça a aidé beaucoup de personnes, ça a déclenché l'industrie sportive en Côte d'Ivoire et c'est ce qui me fait plaisir. Je préfère faire ça que d'aller faire ça aux États-Unis. Voilà. Une chose est sûre, tu as bien fait de revenir Yep. parce que tu as mis un coup de pied dans la fourmilière, Yep. tu as débloqué beaucoup de Beaucoup choses, de que ça choses. soit dans le tchin-tchin,
que ce soit dans le football en général, Partout. mais également dans le mindset de beaucoup de Beaucoup jeunes de qui se personnes. sont dit, mais finalement, on a le même âge, Bien peut-être même sûr. qu'on se ressemble. Bien sûr. Regarde ce qu'il arrive à faire. Alors, quand tu rentres en Côte d'Ivoire, tu rentres en grande pompe, avec tout le folklore qui vient avec. Milliardaire, footballeur et tout. Avec le recul, est-ce que c'était une stratégie ou est-ce que ça faisait partie d'une stratégie précise? Bon, oui, il y a plein d'éléments qui faisaient partie d'une stratégie dans tout ce folklore que vous avez cité, mais il y a aussi d'autres éléments de surprise auxquels je ne m'attendais pas. Donc, j'ai dû faire face. Donc, tu rentres en Côte d'Ivoire en tant que milliardaire. Non, pas en tant que milliardaire. Je n'ai jamais dit à personne que j'étais milliardaire. Ah, d'accord, Yeah. ok. Ce sont les gens qui... Oui, les gens, ils ont vu. Moi, je ne savais pas que j'étais suivi parce qu'aux États-Unis, j'avais un train de vie vraiment élevé, euh, un train de vie luxury. Donc, je ne savais pas que j'étais suivi par beaucoup d'Ivoiriens ici. Beaucoup de personnes me connaissaient jusqu'à ce que j'arrive. J'essaie de passer sur les plateaux télé, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui suivaient et qui m'attendaient vraiment, qui attendaient l'opportunité de démentir mon train de vie, au fait. Voilà. D'accord, Sinon, donc, c'est eux qui m'ont donné l'étiquette de milliardaire d'accord. parce qu'ils m'ont vu dans un jet privé, parce qu'ils m'ont vu à Miami et tout ça. Donc, ils m'ont donné la casquette de milliardaire et maintenant, ils ont commencé à me lapider avec des preuves qui montrent que je ne suis pas un milliardaire. Mais je D'accord. n'ai jamais dit à personne que j'étais milliardaire. Ouais. Je dois reconnaître que cette partie, j'ai pas trop suivi. Mais donc, si je veux comprendre, toi, depuis là-bas, tu vis ta vie normale. Tu ne te rends pas compte que les gens t'observent. Et quand tu décides de rentrer, eux-mêmes, ils disent, OK, voici le milliardaire qui rentre. Bien sûr. D'accord, OK. Mais est-ce que par ton côté visionnaire, tu as flirté un peu sur Cette ce qui vague-là, se disait beaucoup, justement? beaucoup même. Beaucoup même. Et moi, je voyais les attaques et j'étais content. Moi, ça me plaît quand je vois quelqu'un qui fait ça. Parce que je sais que je suis dans la vérité. Donc, tôt ou tard, quel que soit ce qui se passe, j'aurai toujours la victoire. Je suis vainqueur par défaut. Donc, quand je vois quelqu'un qui s'élève là, Vainqueur par qui défaut. vient et qui essaie de lancer des pics, tout ça, je regarde. Si ça m'arrange, j'essaie de répondre, ça enflamme encore. Et, et moi, j'ai un proverbe qui dit, c'est un proverbe anglais, appear weak when you're strong and appear strong when you're weak. Donc, quand je suis en position de force, je présente une position de faiblesse et ça permet aux gens de venir, oh, ouais, et à la dernière minute, boum. D'accord, tu sors dans le dos. Non, pas sortir dans le domaine. C'est une manière de parler. Tu les en fait. surprends. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que je veux leur donner une leçon qui est de se concentrer sur soi-même, sur ses propres objectifs, et sur son propre réseau, sur ses collaborations, au lieu de lancer des pics, attaquer quelqu'un qui vous a rien fait, en fait. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit que cette façon de fonctionner à l'anglophone peut ne pas être comprise en Côte d'Ivoire? Quelle façon de fonctionner? Alors, l'Africain pense qu'il faut vivre caché pour bien vivre et tout ça. Et puis toi, tu viens avec le train de vie que tu n'as pas demandé puisque c'est comme ça que tu vivais là-bas, mais interprété sur place. Est-ce que tu t'es pas dit, je vais faire des plateaux de télé, par exemple, pour dire que non, pour démentir ton côté milliardaire? Tu as même dit que tu possédais un jet. Je ne sais pas Non, si j'ai c'est jamais vrai dit ou ça. faux. Ok. Donc les gens t'ont vu dans un jet, ils se sont dit c'est à lui. Il a tellement d'argent que ça doit être à Bon, lui. yeah, mais j'ai toujours dit que je ne peux pas posséder un jet, mais moi-même là, maintenant, là, je veux pas. Il y a trop de coûts, il y a trop de choses qui entrent en compte. Et donc, voilà. Moi, je ne peux pas aussi passer mon temps à démentir Effectivement. tout ce que les gens disent. Mais du moment où ça m'arrange, moi, ça ne me gêne Ah, pas. ouais. Ouais, D'accord. il y a rien. Ok. C'est Est-ce juste. que, Voilà. est-ce que Maria Mobile faisait partie également du plan de communication? Ou est-ce que vous étiez vraiment ensemble? On Si vous était étiez ensemble, ensemble. oui, dans le passé, Oui, ouais. là on parle de quand tu arrives. Oui. Et puis on va arriver à maintenant le tchétchène. Non, et mais puis on va partir on dans le avait déjà futur. rompu avant que je n'arrive en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais une fois sur place, vous n'avez pas joué un peu encore le couple le Non, temps non, de... non, D'accord. je n'ai plus parlé avec elle depuis les États-Unis. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des contacts avec elle quand on sait que après l'amour, c'est pas la guerre? Non, je n'ai plus de contact avec elle. Est-ce que éventuellement, même pour des partenariats, le travail, Non, non, pas vraiment. c'est coupé. D'accord, ok. Alors après ce passage-là, tu te lances dans l'entrepreneuriat. J'ai comme l'impression que tu as plein de projets.
que tu lances en même temps. En tant qu'entrepreneur, euh, est-ce que tu ne trouves pas que ça fait trop en même temps? Non, Et pas du tout. pourquoi tu lances autant, avant même de poser cette question-là qui peut-être serait peut-être la deuxième, pourquoi tu lances autant de projets en même temps? Ça, c'est une très bonne question. Je ne lance pas autant de projets. Je ne lance pas beaucoup de projets. Tout ce que je fais, ça fait partie d'un seul projet. D'accord. Il y a juste plusieurs divisions dans ce même projet-là. Et souvent, en fait, j'ai remarqué que tout ce que je fais, ça devient viral. Voilà. Il y a des choses que je n'ai pas lancées, mais du moment où je parle de ça, les gens pensent que j'ai lancé. C'est moi qui suis le porteur du projet. Donc, s'il y a une innovation ou quelque chose que j'ajoute dessus, c'est à moi d'en parler, c'est à moi de faire la publicité. Voilà. Donc, tout à l'heure, si j'ai dit, par exemple, quand on prend les cars, pendant notre compétition, on avait 2 cars climatisés qui transportaient les joueurs à chaque fois pendant les matchs. Ça, c'est un ajout sur le projet. Mais personne n'a dit que pourquoi tu lances les cars aussi en même temps, c'est beaucoup de projets. Non. Tout ce que je fais, c'est comme une toile, en fait. Tout est relié. Il y a beaucoup d'éléments dans un même projet. On n'a même pas encore fini de tout dérouler, en fait. Wow. Et on n'a pas encore fini de Avec tout tout ce qui est dérouler. déjà là. Avec tout ce que vous voyez déjà, on a beaucoup de choses encore à faire sortir. Beaucoup même, beaucoup même. Donc, tout ça, ça fait partie d'un seul projet. Il est très grand. C'est pour ça que, d'ailleurs, je suis venu m'installer ici en Côte d'Ivoire pour dérouler ce projet-là. Il est très, très, très vaste, en fait. Quand on aura fini, j'aurais dit à tout le monde, OK, le projet est fini maintenant. Voilà, ça roule. OK. Alors, moi, je vais profiter pour poser mes propres questions. Bien Comme sûr. je t'ai dit, tu es là parce que je te suis depuis longtemps. Tu es là parce que tu m'inspires. Merci. Tu es là parce que tu m'intrigues également. Et du coup, je pose les questions qui, moi, m'intriguent. Et puis après, on verra si par dérogation, on peut trouver d'autres questions. C'est quoi 13? Je vois 13 partout. 13, 13. Et là, je viens même de me rendre compte que sur ta casquette, c'est 13. Yes, c'est bien quoi sûr. 13? C'est le nom de l'entreprise. Hein. Oui, je sais. Le nom du groupe. Ça vient d'où? Bon, moi, je suis né en 13. Je suis né en D'accord. 13 et je suis vraiment fan du chiffre 13. Voilà. D'accord. Surtout avec tout le mystère. Il y a Kif No Beat, Didi B qui m'a vraiment fait aimer ce chiffre-là. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de raison mystique derrière. Non, Il n'y a pas de pacte qui a été fait non, avec non, un non, 13. non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. OK. Donc 13, si je comprends bien, c'est le projet global. Bien sûr. Et puis, alors, de tête comme ça, il y a 13 Pay, il y a 13, il y avait un truc de cleaning que tu avais lancé à un moment, Bien de sûr, nettoyage. 13 clean, ouais. 13 taxis. 13 taxis. Où on est 13 taxis? Moi, je suis dans le 13 transport, taxis, je suis très intéressé de savoir Bien sûr. où on est 13 taxis. Actuellement, tout est prêt, mais il y a un petit problème technique au niveau de Google Play Store. L'équipe technique a soumis déjà des applications dans le début qui ont fait sauter le compte et on est en train de résoudre ça avec Google présentement. Alors, 13 taxis, si je comprends bien, ce n'est pas une structure, hein, c'est une plateforme. Bien sûr, c'est une application. C'est une application de mise en relation. Exactement. D'accord. À un moment donné, l'État avait mis une barrière de 10 millions ou de 100 Oui, millions. oui, ça c'est le règlement. Ouais, je pense, ouais. C'est toujours appliqué? Oui, bien sûr. Bon, chacun, vous savez, dans le domaine du transport, vu que le VTC, les applications, c'est quelque chose de nouveau, je pense qu'il y a une certaine... je pense que chaque acteur a des règlements à suivre, en fait, et qui sont vraiment particuliers en fonction des différentes personnes. Donc, pour avoir l'autorisation de lancer sa boîte de VTC, il faut juste contacter le ministère. Ils vont vous fournir des dossiers à remplir. Tout ce qu'ils vous disent de faire, vous le faites. Et puis, vous pouvez lancer. Ce que tu veux dire, c'est que ça dépend de la longueur de ta main. Bon, pas forcément, pas forcément, pas forcément. Je veux dire que il n'y a pas vraiment de réglementation fixe. Donc, si je vous dis quelque chose, c'est pas forcément ce que tel acteur a fait la même chose pour pouvoir avoir l'autorisation. C'est un peu différent. Pour l'instant, c'est le ministère du Transport qui gère et c'est au ministère qu'il faut s'adresser pour savoir réellement ce qu'il faut pour lancer une application VTC. D'accord. Lorsque tu rentres en Côte d'Ivoire, par quel projet tu commences? Je commence par la CAM. Le projet de Tchin-Tchin, anciennement appelé Tchin-Tchin, maintenant CAM Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il était important pour toi, quand tu reviens, de lancer ce tournoi-là? Pas dans le sens où j'en avais déjà fait, donc je fais la compétition, mais est-ce qu'il y a des
des lacunes que tu as vues dans le système que tu as essayé de combler? Bien sûr, bien sûr. Des lacunes dans le système sportif, même pas forcément dans les petits poteaux, Effectivement. dans tout le système sportif, mais pour faire honneur au sport qui m'a bercé pendant mon enfance. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle même j'avais surnommé la compétition Tien-Tien, parce que là où on jouait, on appelait ça Tien-Tien. Et voilà, j'ai voulu m'investir beaucoup plus dans le petit poteau. Je pouvais aller avec le grand poteau, avec d'autres sports, mais vu que c'est ce que j'ai joué depuis tout petit, j'ai préféré sortir ça de terre et puis rendre ça beaucoup plus professionnel. D'accord. Mais quelles étaient les lacunes que tu as pu identifier, que tu Les- as essayé de régler? Bon, il y a... On ne peut pas vraiment parler de lacunes parce que c'était un sport qui était uniquement pratiqué dans les quartiers, tout ça. Donc, c'était pas, au moins si c'était professionnel, on peut dire qu'il y a certaines lacunes, mais ce n'était pas professionnel. Donc, D'accord. tout était à refaire, en fait. Donc, toi, Faut tu as tout voulu refaire. professionnaliser. Ouais, bien sûr, moi, j'ai voulu apporter l'intérêt, j'ai voulu apporter tout ce que les grandes compétitions sportives font déjà à cette compétition-là, à ce sport-là, pour essayer de le développer. Ouais. Et franchement, ça, moi, c'est pour ça que je te tire le chapeau parce Merci. qu'aujourd'hui, les jeunes considèrent le petit poteau. Parce qu'il y a un jeune qui est venu et qui leur a donné de la valeur individuellement, mais au sport de façon générale. Donc ça, vraiment, quel que soit ce qu'on pourra te reprocher, il faut qu'on t'attribue le fait que tu as revalorisé quelque chose qui se jouait dans la poussière et qui était même à la limite méprisé. Merci. Maintenant, là où moi, je voudrais comprendre, c'est au niveau des cagnottes. Franchement, je te cache pas. Je te suis, donc ça c'est clair. Et je vois sur Facebook, je vois les chiffres, j'ai dit, mais ces jeunes frères-là, pourquoi tes cagnottes sont aussi dingues? Je veux dire, pourquoi par exemple, je dis n'importe quoi, après ça peut ne pas correspondre à ta vision. Troisième, 500 000, ce qui est quand même raisonnable. Deuxième, 1 million, même tu peux même donner 5 millions au premier, pourquoi pas? Bien Et sûr. pourquoi c'est aussi haut? Bon, il y a beaucoup de raisons, hein, mais moi, je ne pense pas que c'est aussi haut. Hein. C'est pas comparé. Ça, c'est des salaires de peut-être par semaine ou bien par jour pour des joueurs professionnels de football à 11. C'est pas grande chose pour moi. Le premier avait combien pour donner vraiment des 40 chiffres? millions. Voilà, parce que les gens qui regarder vont dire, mais ils sont en train de parler de quel chiffre? Non, le Donc, premier avec 40 millions, le deuxième 20, le troisième 10 millions, meilleur joueur 5 millions, meilleur buteur 5 millions. Donc pour toi, ces chiffres-là que tu viens de donner ne sont pas exagérément élevés pour le Tchin-Tchin. Non, pas du tout. Pas du Parce tout. que tu compares au Honnêtement, football. non, pas parce que je compare au football. Même quand je regarde la valeur de ce sport-là, c'est un sport qui a beaucoup d'avenir. C'est le sport le plus aimé, c'est le sport le plus pratiqué de Côte d'Ivoire. Et là, Dieu merci, on a apporté la compétition la plus suivie. Donc, actuellement, c'est le sport roi de Côte d'Ivoire. Donc, et ça vaut la peine, cette cagnotte. Et même, il vaut la peine même d'augmenter cette cagnotte-là. Si l'organisation se passe bien, que tout se passe bien, qu'on avance, ça vaut vraiment la peine. Parce que moi, je le fais à la base, une entreprise, on n'ouvre pas une entreprise ou une structure pour gagner de l'argent. Ah bon? Non. On ouvre une entreprise pour accomplir un objectif, pour accomplir une mission, pour atteindre un but. Mais sans argent, cette mission... Merci beaucoup, c'est ça, c'est la même chose. C'est comme la voiture et le carburant. On met le carburant dans la voiture pour aller à une destination, mais on n'achète pas une voiture juste pour remplir la voiture de carburant. Donc, moi, je ne peux pas organiser une compétition, avoir des gros deals, avoir la population qui vient soutenir et tout ça, et puis donner des miettes aux vainqueurs. Et moi, je veux développer ce sport-là. Je m'investis là, même avec les deux compétitions. On n'a pas vraiment rentabilisé parce que c'est beaucoup d'investissements, beaucoup de choses qui sortent. On n'a pas rentabilisé. Mais ça me fait plaisir de voir les jeunes contents. Il y a d'autres jeunes qui deviennent stars. Il y a d'autres jeunes qui sont beaucoup plus connus. Ça permet à certains jeunes d'exprimer leur talent devant des millions de personnes. Donc, moi, c'est ce qui me plaît le plus. Cette cagnotte-là, c'est pour récompenser leurs efforts et aussi pour honorer ceux qui viennent, ceux qui payent les tickets pour venir regarder les matchs. Ils viennent à une compétition qui a beaucoup de valeur. Ils ne viennent pas à quelque chose rapide et quitter là. À partir de l'année prochaine, on va s'investir aussi dans le championnat national. D'aucuns pourraient dire que, OK, les cagnottes, dès le départ, avant compétition, quand ils sont positionnés, sur quoi tu comptes? Est-ce que les cagnottes sont déjà mobilisées
ou est-ce que c'est des sponsors? Sur quoi tu comptes quand tu fixes les cagnottes en début de compétition? Sur, Vu que en réalité, tu n'es pas milliardaire. mais on n'a pas besoin d'être milliardaire pour réaliser des grandes choses. Je suis d'accord avec ça. La plupart même des milliardaires ne réalisent pas des grandes choses. On réalise des grandes choses pour devenir milliardaire. Mais euh, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans l'économie du sport. Et le sport peut vraiment même booster l'économie d'un pays, le PIB d'un pays. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans ça. Donc, Donc la question, c'est est-ce que les fonds sont déjà là quand tu les fixes ou est-ce que c'est quelque chose qui est en bon, constitution? les fonds, on ne peut pas dire que On parle d'à peu près de 100 millions, 40, Ouais. 20, 10, meilleurs On a joueurs. 80 millions par édition et là, on a fait 2 éditions. Donc, on ne peut pas dire que les fonds sont là, mais on ne peut pas dire que les fonds ne sont pas là non plus parce que on compte sur la compétition elle-même qui doit générer la bien cagnotte sûr. des vainqueurs. Et si la compétition n'a pas pu générer, donc c'est à nous maintenant de le faire, c'est à nous de prendre notre responsabilité et on le fait. Voilà. En cas où il y a des blocages, on a quand même des solutions par rapport à ça, mais voilà. En fin de l'édition passée, on va dire il y a eu des petits couacs Bien sûr. pour récompenser. Mhm. Ces couacs sont dus à quoi? Est-ce que finalement, les entrées qu'il devait y avoir, bon, je te laisse parler. Il n'y a pas eu, il y a pas eu, il y a pas de, il y avait pas de problème, hein. C'est juste Ok. des gens qui veulent créer de la polémique et inciter d'autres personnes à nous attaquer. Quand vous prenez par exemple la CAF, ils ont payé et ils ont remis le chèque à la Fédération ivoirienne il y a quelques jours. Pourtant, la compétition s'est passée il y a 7 mois, je dirais. Effectivement. Voilà, c'est toute une procédure. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas habituées à cette méthodologie-là. Et ces gens-là aussi cherchent des petites failles dans notre organisation pour nous attaquer. Sinon, les présidents, vous n'avez pas vu un président venir se plaindre. C'est juste les gens qui sont en bas là, qui n'ont rien même gagné, même dans le partage. C'est eux qui viennent juste pour s'aimer le trouble, pour que les gens nous insultent, pour que les gens nous parlent mal. Mais voilà, on peut pas. On est obligé, hein, on est obligé de traverser tout ça. Voilà. En fait, pour eux, ils étaient habitués à ce que quand ils finissent, on les gère en même temps. Non, mais ils n'étaient Sauf pas. que toi, vu que c'est professionnel, Yeah. on essaie de faire comme les grands avec un délai de Bien paiement. sûr, bien sûr. Et c'est ce qu'on a fait avec les présidents. On a communiqué avec le président, ils ont compris, il n'y a pas de problème. Et même ceux qui se plaignent là, ils ne se plaignent pas parce qu'ils veulent la cagnotte. Ils se plaignent même pas du tout. Ils ont juste un argument pour salir notre image, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la cagnotte. Parce que tous ceux qui commentent là, qui commentaient, oh, l'argent des Bonnois, si on leur demande tout à l'heure, bon, dans la cagnotte, combien vous avez gagné? Ils n'ont rien. Parce qu'ils n'ont même pas de lien avec l'équipe, en fait. Ils entendent juste que, voilà, il y a des gens qui ont relayé des informations comme quoi Bonnois n'a pas encore reçu sa cagnotte. Depuis qu'on est là, est-ce que vous avez déjà vu ou vous avez déjà entendu un scandale sur une cagnotte dans une compétition sportive? Moi, je n'ai jamais entendu ça. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire que toutes les compétitions professionnelles payent le lendemain. Voilà. Donc, c'est juste une question de professionnalisme. Des gens qui sont prêts à la moindre erreur d'aller exposer, comment on appelle ça, toutes les failles. On peut prendre du retard, on peut dire au président, patientez, donnez-nous jusqu'à tel jour, mais on finit toujours par honorer nos engagements. Donc, les gens, ils utilisent juste les petites failles pour nous attaquer. Est-ce que tu penses que dès le départ, c'était clair que, OK, la compétition finit à tel moment, on vous paye un peu plus tard? Bien sûr, on a été clair avec le président. La première édition, on a payé, je pense, 1 mois, maximum 2 mois juste après. Et la deuxième édition, je crois, 8 mois après. Voilà. Ça dépend aussi des... Souvent, on rencontre des difficultés. Souvent, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et voilà, on a perdu beaucoup d'argent, surtout à la deuxième édition. Quand les gens ont vu qu'on a payé les vainqueurs de la première édition, automatiquement, tout le monde a augmenté ses prix envers nous. Voilà, donc c'est devenu beaucoup plus difficile. Moi, je pense aussi que les gens, il y a certaines choses auxquelles ils ne sont pas habitués. D'accord? D'habitude, ils font des compétitions, on leur donne des petites coupes en plastique, là. Et puis, il y a un gars qui vient, qui annonce une grosse cagnotte. Il faut lui tirer dessus. Il y a peut-être des gens aussi qui avaient envie de faire le même projet. Et puis, quand on sait que dans un environnement où des fois, la balle, elle vient dans cette direction, mais en réalité, celui qui a tiré, il est de l'autre côté parce qu'il touche. Donc, je pense que
Je pense que tu as les épaules suffisamment larges pour supporter tout ça. Et ce qui m'emmène à ma question suivante. Cette édition, elle aura lieu quand déjà? En décembre. En décembre. Est-ce que tu penses que tout est prêt, tout a été pensé pour que cette édition se passe sans encombre et que ton nom ne soit pas encore dans toutes les histoires? Bien sûr, nous, on fait de notre mieux. Voilà, tout est prêt. Mais on ne peut pas empêcher les gens de parler, hein. On peut juste éviter de les écouter, c'est tout. Donc, il n'y a pas de problème. Les gens, ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Il y a certaines personnes comme ça, voilà, qui vont toujours trouver quelque chose à dire. Mais nous, on est prêts et on fait le nécessaire pour éviter de rentrer encore dans les scandales et tout ça. Parce que nous, ça ne nous arrange pas. Nous, on a des partenaires, on a des sponsors qui ne veulent pas s'associer à tout ce qui est scandaleux. Donc, on évite tout ça. Mais les gens utilisent ça parce qu'ils savent que c'est notre plus grande faiblesse. Parce que quelqu'un qui est controversé, il a moins de partenaires, moins de sponsors et donc trop de bruit. Donc, ils veulent juste créer du bruit dans tout ce qu'on fait, c'est tout. Le succès de la première édition a vraiment choqué beaucoup de personnes qui n'ont jusque-là pas digéré et qui ont juré de tout faire pour nous mener la vie dure. Après cette édition, donc il y a celle qui vient en décembre. Tout à l'heure, tu parlais de partenaires, ce qui est assez intéressant. Tu es partenaire à OneXBet, c'est ça? Yes. Je ne suis pas tout. Hein, bien donc, sûr, bien je sûr, peux bien me sûr, bien tromper. sûr. Comment débute ce partenariat avec cette structure? OneXBet, ils m'ont approché d'abord pour être brand ambassador. Donc, j'avais signé un contrat d'ambassadeur et après quelques semaines, on avait parlé, je leur ai dit, hey, bon, je suis déjà votre ambassadeur, j'ai ma compétition. La compétition même qui vous a attiré vers moi, donc pourquoi pas devenir sponsor ou partenaire de la compétition. Ils ont dit, ouais, ça marche, c'est très intéressant. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et comment ça se passe jusque-là? Super bien, super bien, ouais. Et c'est vrai que avec tout ce qui s'est passé là, voilà, on a eu beaucoup de frottements. Il fallait encore aller les rassurer, leur demander, leur présenter les excuses et voilà, arranger les choses. Il y a beaucoup de personnes qui passaient derrière nous pour leur envoyer des mails, des courriers, pour les décourager. Beaucoup de personnes qui passaient aussi derrière nous pour pouvoir les attirer, pour qu'ils soient leurs partenaires, pour qu'ils nous laissent et tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de choses, mais Dieu merci, ce sont des personnes très bien qui sont à la tête de cette structure-là et qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés jusque-là et qui sont restés fidèles à nous, qui sont restés fidèles, qui connaissent vraiment la valeur de ce qu'on fait. Je trouve quand même formidable que tu es relativement jeune. Hein? Bien sûr. Tu es relativement jeune, tu es ambitieux, on te tire dessus de partout. Dieu merci, c'est pas tout le monde qui tire. Comment tu arrives à supporter tout ça? Là, on va rentrer maintenant dans le mindset de Yes. Là, tu es venu ici, excuse-moi de te couper, je vois pas de garde du corps, à moins que le gars à côté soit un expert. Non. Je vois pas de garde du corps. Voilà, tu as l'air accessible. Comment tu fais pour supporter tout ça? Bon, en ce qui concerne le garde du corps, j'ai une sécurité quand je vais dans les événements où il y a beaucoup de personnes. Bon, bien sûr, il me faut une sécurité. Mais là, aujourd'hui, quand je me promène dans la rue, quand je vais à des rendez-vous, je n'ai pas besoin de sécurité. Parce que un leader, c'est aussi être accepté par la population. Voilà. Je n'ai pas besoin de sécurité pour me protéger de la population. Voilà. Okay. Donc, ça, c'est un. Et en ce qui concerne les épreuves, les attaques, c'est normal. Je me suis préparé à ça avant de venir. J'ai fait... Comment? J'ai lu des livres. Comment un jeune qui n'a pas 40 ans, je me lance comme ça. Bien sûr. Comment un jeune qui n'a pas 40 ans se prépare à... Je veux dire que moi, je suis sur les réseaux sociaux, je t'assure, tous les jours, je prie. Seigneur, ne me mets pas dans un truc parce que je ne sais pas comment ça marche. Donc, je me dis, OK, il y avait Yann Baou ici, je lui ai demandé... J'espère que j'en aurai jamais besoin. C'est quoi le truc? Bon, honnêtement, je ne peux pas vraiment vous décrire ça à 100% parce que moi, je ne sais pas réellement comment j'arrive, mais je pense que vu que je me suis préparé, j'ai fait des recherches, j'ai fait beaucoup de recherches. Comment tu te prépares? Mentalement, bon, j'ai passé beaucoup de temps à lire des livres, à regarder des vidéos, à étudier l'histoire des grandes personnalités du passé, par exemple Mohamed Ali,
que pendant qu'il était vivant, la communauté noire l'insultait, voilà, il était lynché dans les médias et tout ça. Et après qu'il soit parti, maintenant, il est vénéré. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et je me suis dit que c'est normal. Hein. Oui, je vois, quand j'écoute Tesla, Nikola Tesla, qui dit que tout le temps qu'il a passé au service de l'humanité, il n'a rien reçu que des injures. Il est mort pauvre. Pourtant, c'est grâce à lui qu'on a l'électricité ici. Moi, je me dis que je n'ai pas besoin de reconnaissance. Je n'ai pas besoin même d'acclamation, même de soutien. Même quand les gens viennent, je veux que les gens viennent à ma compétition parce que c'est une belle compétition. Je ne veux pas qu'ils viennent pour me soutenir. Je veux qu'ils viennent parce que c'est beau, parce que j'ai mis du travail et parce que ce qu'on fait leur plaît. Voilà. Donc moi, je me suis préparé. J'ai vraiment un caractère beaucoup différent. C'est pour ça que souvent, on me trouve un peu dur, un peu arrogant, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne laisse pas passer, en fait. Donc, j'ai passé des semaines, des mois, tout seul dans mon appartement aux États-Unis, en train de faire des recherches, lire des livres et tout ça, écouter des audios, regarder des vidéos et savoir exactement ce que je veux. Parce que je dis toujours, le plus difficile n'est pas de faire ce qu'on veut, mais de savoir ce qu'on veut. Quand on sait ce qu'on veut, tout devient facile, quoi. Moi, je te vois comme le Elon Musk ivoirien. Ah, non, Parce que pas tout à encore. l'heure, tu as dit des grands noms. Bien Donc, je sûr, comprends que dans ton mindset, tu t'accroches à des figures emblématiques bien sûr, qui ont su avancer contre vents et marées. Donc, bien ça, je sûr. sais que ça peut être une force qui fait qu'on se dit, mais comment ça se fait qu'il prend autant de coups? Parce qu'il a une image en tête à laquelle il s'accroche. Euh, Maintenant, parallèlement à ça, tu débordes d'idées. Tu as des idées de plus en plus révolutionnaires, de plus en plus osées. Et c'est ça que je veux que tous les jeunes qui vont regarder ce podcast récupèrent chez toi. Le rêve. Rêver grand. Voilà, ça peut paraître fou, mais tu rêves grand et puis après, par contre, tu te réveilles et tu te bats pour l'atteindre. Est-ce que tu serais le Elon Musk ivoirien? Dans le sens Bon, où plusieurs projets et qu'il les réussit, bien sûr. bon, en ce qui concerne l'histoire, c'est à peu près la même histoire, mais pas la même envergure. Avec Elon Musk, on parle de centaines de millions, voire milliards même de Mais dollars ça va venir. d'investissement. Bon, Vous ouais, n'avez pas le même éventuellement, âge. bien sûr, ouais, éventuellement. Et j'espère pouvoir réaliser des projets à cette dimension-là. Et c'est toujours mon rêve, je dis ça toujours, de faire décoller le premier engin spatial de la Côte d'Ivoire, tout ça, c'est toujours mon rêve, c'est pour ça que aussi je me bats. Mais il faut dire que euh, je- ma spécialité un peu, c'est que je ne suis pas vraiment euh, attiré par l'argent ou bien par la gloire. Je veux juste résoudre certains problèmes. Je veux ouvrir les yeux de certains jeunes. Et le plus important pour moi est que ce soit réalisé. Pas forcément même que c'est moi qui le fasse, pas forcément que c'est quelqu'un d'autre qui le fasse. C'est pour ça que quand je fais un projet, je ne dépose pas soit à l'OAPI ou bien quoi que ce soit. Ça ne sert à Tu ne rien brevettes de pas ça. verrouiller, voilà, ça ne sert à rien de verrouiller quelque chose et dire que c'est moi seul qui peux le faire, personne d'autre ne peut le faire. Parce que la vraie création, elle quitte son créateur et puis elle grandit à un point même que le créateur ne peut même plus rattraper, comment dirais-je, cette création. C'est là qu'on dit qu'il a créé quelque chose. Donc moi, je veux juste apporter, je veux juste ouvrir les yeux des jeunes, apporter des solutions pour que, et créer des opportunités pour qu'ils puissent venir en profiter. Voilà. Donc, Est-ce que, c'est pour ça. est-ce que Jonathan Morrison a des ambitions politiques? Parce que depuis que je Pas du tout. t'écoute, j'essaie d'analyser. Je me dis d'une chose l'une. Soit ce gars, il se moque de nous, il est blindé. Non, non, Parce non, que non, non. tu fais une compétition de grande envergure et tu dis c'est pour mobiliser, pour transformer. Mon gars, à quel moment on parle de cash? À quel moment le cash rentre? Quel est le business model par lequel le cash va rentrer? J'ai vu tes bureaux, c'est des grands bureaux. J'ai vu tes collaborateurs, j'ai vu la vision, j'ai vu là où tu vas. Il faut du cash. Et là, tu parles comme quelqu'un qui, voilà, qui est désintéressé par l'argent, même si bien sûr il comprend qu'il faut de l'argent pour faire les choses, mais in fine, c'est le cash. Donc ce qui m'amène à dire, est-ce que quelque part, la rétribution de Jonathan Morrison, ça serait pas d'avoir une position politique? Non, pas du tout. Est-ce que Moi, tu n'as pas un agenda caché? non, 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 pas du tout. Pas du tout.
Pas du tout. J'ai un agenda, mais pas caché. Hein. Voilà. Je veux juste participer au développement de mon pays. C'est ça mon agenda. Et c'est ma manière de faire. Euh, j'ai beaucoup de connaissances dans d'éléments qui entrent en compte dans la compétition. Donc, j'ai cette chance-là de pouvoir monitor tout ce qui se passe et donner mon point de vue en ce qui concerne la transmission, le ralenti, la production audiovisuelle, les vidéos, les affiches, tout ce qui se passe, j'ai l'œil dessus, je maîtrise. Voilà, et je travaille aussi avec des experts, des jeunes vraiment doués. Et c'est ça ma mission. Et je veux réaliser des grandes choses avec des jeunes Ivoiriens pour hausser le drapeau de notre pays. Voilà, c'est tout. Tu es très visionnaire, tu vois loin. Est-ce que dans ton équipe, tu as quelqu'un là, comme ça, qui te garde les pieds sur terre? Toute mon équipe même, hein. Toute mon équipe me garde les pieds sur terre. Moi, souvent, j'ai dit des choses vraiment extravagantes. Souvent, j'apporte des idées. Donne-nous l'exemple d'un projet que tu as voulu lancer et puis quelqu'un de ton équipe, un peu, on va dire, le plus courageux, il a juste levé la main pour dire, boss. Est-ce que ça là? Il faut que je réfléchisse. Tout ce qu'on fait est déjà planifié. Tout ce que je fais est déjà planifié. J'ai déjà le comment, le pourquoi, les codes, tout ce qu'il faut qui sont là. Et on va, au fur et à mesure, en fonction de nos moyens, on essaie de les dérouler pas à pas, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment... Le projet lui-même, il est énorme. Il est vraiment énorme. Tu peux nous en parler? Le projet. Bon, il s'agit de 13. On va dire c'est 13. C'est 13, ouais. C'est 13 C'est quoi la vision de 13? La vision de 13, c'est d'apporter l'inspiration et puis de créer des opportunités. À quoi va ressembler 13 dans 50 ans? 13... C'est ça la vision. Ouais, Est-ce que 13 sera dans tel domaine? Bien sûr, bien sûr. On est même dans... après tu as déjà la vision. Oui, bien sûr. On a beaucoup de choses. Après, tu peux ne pas vouloir la dévoiler, ce que je peux respecter. Hein. Pas du tout, mais en fait, il y a tellement de choses, je ne sais pas par où commencer. Mais en tout cas, 13 a été designé pour être un grand groupe. Voilà. Okay. Un groupe, une communauté des jeunes intelligents qui veulent participer aussi au développement de leur pays. C'est tout. Là, tout à l'heure, si un jeune qui est un bon cadreur ou bien un bon monteur vidéo, peut nous contacter à 13, voilà ce que j'ai fait, on valide, on dit, ah, toi, tu as le niveau, viens rejoindre notre équipe, voilà, on a une place, on a tellement d'opportunités. Le plus difficile même pour une entreprise, c'est d'avoir l'audience et de toucher le cœur de son audience. Et nous, on a déjà ça. Donc, actuellement, tout ce qu'on peut mettre à la disposition des jeunes, ils vont nous accompagner parce qu'on a déjà une communauté. Donc, c'est cette communauté-là qu'on veut grandir. Oui, c'est les réseaux sociaux. Ouais, cette communauté. On a beaucoup de personnes qui nous suivent. Tous ceux qui nous suivent, on les considère comme s'ils étaient dans notre communauté. Voilà. Alors, on va faire un récap de toutes les dérives, de toutes les dérivées de 13. Bien sûr. Donc, on a 13, le football, le tchétchène. On a 13 Pay. Ça, c'est CAM, ouais. 13 Pay, qui est une carte, une collaboration avec la banque, ouais. Visa. Et Visa. Il y a une Visa, carte bancaire prépayée. On a 13, quoi d'autre? On a 13 taxis, 13 qui va venir bientôt. Mais tout ça, on va les rassembler tous dans une seule application. Voilà. D'accord. Yeah. De service, de mise en relation. On aura une seule application qui va rassembler 13 pays, 13 taxis, outlets. On a 13 outlets. 13 outlets. Ça, c'est quelque chose de nouveau, vous avez vu. Ouais. Et c'est quoi 13 outlets? C'est notre... C'est du shopping, mais... C'est pour vendre nos articles, tous les maillots, les gadgets de la compétition. Mais au-delà de cela, on va permettre aussi à d'autres créateurs, à d'autres jeunes Ivoiriens, Africains, de pouvoir vendre aussi leurs produits, comme Amazon le fait. Voilà, on va permettre à tous les jeunes aussi. Vu qu'on a l'audience, on a la compétition, on a des millions de personnes qui nous regardent en direct. Donc, on va utiliser notre audience, notre communauté pour faire la publicité de cette plateforme-là et puis permettre aussi à d'autres jeunes entrepreneurs parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des directs TikTok en longueur de journée, ils postent leurs produits sur Facebook, ils postent leurs produits sur Instagram, WhatsApp et tout ça. Mais nous, on veut créer une plateforme centrale, un site internet central où les jeunes créateurs pourront aussi exposer leurs produits et nous, on va se charger de tout le reste. D'accord. Donc c'est ça, 13 outlets. Yeah. Ensuite, 13 clinics, c'est mort?
13 Clean, non, c'est pas 13 mort. Clean. Ça fait partie. Bon, ça, c'est pas vraiment un projet en tant que tel. C'est comme un département, c'est comme un service D'accord. de notre Le concept, entreprise. c'était quoi? C'était nettoyer des endroits qui sont insalubres de Côte d'Ivoire ou c'était un vrai business? C'est T'es tout ce qui censé générer de concerne, l'argent. tout ce qui concerne le nettoyage. D'accord. Même le nettoyage de la compétition. Pendant qu'on est au Palais des Sports, après les matchs, Au lieu il de faut donner le nettoyer. projet à une autre Voilà, on a société, 13 Clean qui est là, qui nettoie. 13 Voilà. Clean qui C'est nettoie. comme j'ai dit là, c'est une communauté et il y a tout à l'intérieur. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on veut Ensuite, il y faire. a quoi d'autre que je ne... On a dont Hall je of ne- Fame. Ah, ça, je Hall of connaissais Fame, pas. yes, là vous connaissez pas. Ça, c'est notre cérémonie annuelle. Jonathan, De... faut dire tu. Comme ça, on va penser qu'on est proche. Non, 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 quand non, l'histoire de vous, moi je vous, préfère. Ils m'ont dit, mais Moi, il ne connaît même pas le je monsieur. suis. Non, 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 on je est ensemble, rigole. on est ensemble. Je suis beaucoup plus à l'aise Avec vous, en vous avec, voyant, en y a vous pas de voyant, souci. yes, il n'y a pas de problème. Mais Donc, on 13 a une Hall of cérémonie qui va récompenser tous les vainqueurs de la compétition, les Miss aussi qui seront élus, et aussi une sorte d'award de tous les influenceurs, tous les jeunes qui sont sur TikTok, Facebook, réseaux sociaux, une sorte d'award pour les rémunérer, voilà, pour les récompenser, les honorer, les valoriser au fait. Parce que je me suis rendu compte aussi qu'il y a des jeunes qui sont sur TikTok, qui font des centaines de milliers de j'aime, qui font des dizaines de milliers de j'aime en quelques heures, en quelques minutes et tout ça, mais ils n'ont pas vraiment d'encadrement. Voilà. Je suis allé voir mon boss, le vieux père Moula. Mon vieux père, je lui ai parlé de ça. Il m'a dit oui, il y a des jeunes qui sont venus me voir. Ils voulaient faire aussi un award spécialement pour les influenceurs. Ils voulaient ajouter ça dans le Prémude, mais moi je ne veux pas ajouter parce qu'il y a déjà trop de catégories musicales dans le Prémude. Donc il m'a encouragé et il m'a donné sa bénédiction pour faire une cérémonie annuelle qui va honorer les jeunes créateurs. Ok. Je crois que ça existe déjà avec Capucho National. Non, lui, il a fait ça. Oui, il a fait ça en France. Oui. Et d'ailleurs, Apuchu National est l'ambassadeur de Hall of Fame dont je vous parle. D'accord. Je lui ai expliqué parce que nous, c'est vrai, ça c'est la base, c'est le squelette de la chose. Mais on a aussi des innovations qu'on va apporter. Okay. De la même manière, on a transformé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le football petit poteau et aujourd'hui on a impacté. C'est de cette même manière, tout ce qu'on va toucher, on va apporter des innovations, transformer et puis changer le cours des choses. D'accord, ça c'est assez intéressant. Ça permettra de travailler ensemble. Bien sûr, bien sûr. J'aime beaucoup ça. D'accord, donc Outlet, Hall of Fame, c'est bon, il y avait 13 Miss aussi. Miss, ouais, tout ça. 13 Miss parce que c'est venu comme ça. Ouais, ouais. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu la fin des 13 Miss. Non, c'était beaucoup plus un test pour nous. D'accord. Voilà. Parce que nous, on se dit qu'on a le temps. Hein. Moi, je ne suis pas pressé. Okay. Je suis encore jeune, on a le temps de tout réaliser. Donc, on prend notre temps pour faire souvent des tests parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Okay. Miss 13, c'est vraiment un projet extraordinaire. Même là encore, les cagnottes étaient... Ouais, les cagnottes. On va diminuer, On a compris, on va diminuer. Il devrait avoir un délégué aux cagnottes, quelqu'un qui l'embauche pour faire les cagnottes. Les cagnottes, c'est des challenges. Hein. Quand on prend un engagement comme ça nous motive davantage. On n'a pas droit à l'erreur, il faut travailler, il faut tout faire pour pouvoir nourrir ses engagements. Donc, maintenant, j'ai décidé de ne plus prendre d'engagement parce que on a atteint le premier objectif. Donc, maintenant, on veut stabiliser la chose, que l'entreprise avance sur pilotage automatique. Comme ça nous permet d'innover tranquillement. On a beaucoup d'innovations à apporter, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, donc on va pas à pas. Les gens pensent qu'on veut tout faire à la fois, mais on va pas à pas. Parce que le fait de poster, le fait de publier quelque chose tout à l'heure ne veut pas dire que j'ai lancé le projet. Ouais, mais quand les gens voient ça sur ma page, automatiquement, les pages relaient aussi de manière vraiment tordue. Donc, les gens pensent qu'on est en train de lancer un projet. Non. Est-ce que c'est une manière de fake it until you make it? Non, pas forcément. On n'a pas vraiment besoin de ça. On n'a pas vraiment besoin de fake it till we make it parce que on n'a pas besoin de ça. Je veux dire que moi, et peut-être qu'en ça, on se rejoint un peu. Moi, j'ai une particularité, c'est que quand je pense à un projet, je le lance en même temps, tel qu'il est. Et tous ces jeunes qui m'accompagnent, je leur dis, voilà, n'attendez pas que ça soit... comment dire, il y a un adage qui dit que si ton produit est irréprochable quand il sort, c'est qu'il est sorti trop tard. Ça veut dire que lance-le tel qu'il est, parce que de toutes les manières,
on va dire, les clients vont te faire des retours. Et même les grandes entreprises le font. Une année, il y a Toyota avec la Prius qui a rappelé plusieurs modèles parce qu'il y avait un problème avec le variateur. Ça veut dire qu'il y a plein d'entreprises comme ça qui vont penser à une structure, à un produit, ils vont le développer et puis ils vont le présenter. Bien sûr. Est-ce que pour toi, à chaque fois que tu as une idée, c'est une manière pour toi de voir un peu la réaction des gens afin de savoir, ok, est-ce qu'on approfondit, est-ce qu'on laisse tomber? Bon, il faut dire que ça fait quand même un bout que je n'ai pas encore, comme je le disais là, tout ce qu'on fait, c'est déjà écrit, c'est déjà planifié. Donc, les idées, ça vient plutôt dans tout ce qui est innovation et tout ça. Mais des idées d'avoir une idée de business comme ça, puis lancer. Moi, je ne dis pas, hein, je dis pas, je réfléchis et voilà, j'attaque. Il n'y a même pas de problème. Mais je n'ai pas, il y a rien de nouveau Ok, que j'apporte en fait. Je travaille étape par étape. ok. Voilà. En fonction de la situation, bien sûr, il faut réfléchir, avoir des idées pour contourner certaines situations. Mais tout ce qu'on fait, tout ce que je vous ai cité là, c'est des choses qui étaient déjà prêtes depuis le début. Et tu Voilà. lances au fur et à mesure. Au fur et à mesure. On avance au fur et à Dernièrement, mesure. tu t'es lancé dans le champagne. Est-ce que c'est Bon, quelque pas chose qui était forcément le prévu? champagne, pas forcément. Oui, ça aussi Mais c'est on a prévu, vu ouais. des champagnes sur Bien ta sûr, page. bien sûr, bien Mais sûr. moi, je connais la vraie version, mais ceux qui Bien vont sûr, regarder, eux, ils ont vu le champagne sur bien la... sûr, bien C'est quoi sûr, cette bien sûr. histoire de champagne? 950? Yeah, Santero, ouais. C'est une collaboration avec un partenaire de Santero qui est ici en Côte d'Ivoire, que nous connaissons bien. Bientôt, on prévoit finaliser ça après cette édition. Voilà, faire nous-mêmes notre programme de boissons, canettes, champagne, cocktails, tout ça. Voilà. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer une histoire d'anglophones, les anglophones. Et du coup, ça m'a intrigué. Je me suis demandé, c'était quoi? C'est- Par exemple, tu sors la carte, tu dis c'est pour les anglophones. Tu sors des produits pour des anglophones. Bien sûr. C'est quoi cette histoire d'anglophone? En fait, les anglophones, c'est plus... c'est une manière de donner la valeur et donner l'exclusivité à ceux qui nous aiment, ceux qui nous soutiennent. Comme DJ Arafat, il avait la Chine populaire, on a plusieurs autres stars ou célébrités qui ont donné un surnom particulier à leur fanbase. Donc pour moi, c'est plus une communauté. Moi, je ne vois pas ceux qui me suivent ou ceux qui m'aiment comme des fans, je les vois comme des frères et des sœurs et je considère le 13 comme une communauté. Donc, ceux qui nous rejoignent dans la même vision, ce sont les anglophones. Voilà, parce que la mentalité anglophone, c'est vraiment, selon moi, la meilleure mentalité qu'il faut à un jeune pour pouvoir avancer. Et aussi, on était victime de diffamation sur les réseaux sociaux et les gens ont voulu me surnommer, surtout moi, anglophone, pour décrire en fait quelqu'un qui est malin, mais quelqu'un qui n'est pas sérieux et tout ça. Donc moi, j'ai préféré renverser ça et nettoyer ce nom-là et puis l'approprier à notre communauté pour leur montrer que il ne s'agit pas de ce que les gens disent, hein, il s'agit de ce qui est fait. Voilà. Donc, les anglophones, c'est ça. Et tout ce qu'on veut faire, d'ailleurs, tous les produits qu'on fait sortir, c'est destiné à tout le monde, hein, mais on donne l'exclusivité et des avantages beaucoup spéciaux à ceux qui nous suivent, ceux qui nous aiment, ceux qui nous supportent, ceux qui sont fiers hein, d'être dans cette communauté-là. Et ce n'est que le début hein, de cette communauté. Nous sommes qu'au début. Là, on n'a même pas encore bien commencé. Et on a beaucoup de choses qu'on prépare. Et comme j'ai dit, je me suis lancé un défi. Ça va être vraiment une communauté exclusive qui va bourrer de personnes qui veulent. Les gens vont se débattre même pour faire partie de cette communauté-là. Alors, on sait qu'il y a le Tchétchène Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait savoir concernant l'actualité de Jonathan Morrison aujourd'hui? Je suis beaucoup plus réservé maintenant, voilà, parce que j'ai beaucoup de travail à faire, beaucoup de responsabilités. Donc, c'est juste, je préfère dire, est-ce qu'il y a l'actualité du 13? Voilà, le 13, ouais, la compétition. Après la compétition, on prévoit faire la cérémonie Hall of Fame en février, après le championnat national, après la version basket de la CAM Tchétchène, la CAM Côte d'Ivoire que vous connaissez. Et puis, ça c'est parallèlement à tous les autres projets qu'on va déployer, en fait. Voilà. Toujours dans cette
posture d'innover et d'apporter quelque chose de nouveau, j'ai vu également que tu voulais faire la Champions League. Ça m'a scotché. Je me dis, mais en fait, tu as tellement de bonnes idées, tu as tellement d'idées. Franchement, moi, j'avais hâte de te rencontrer. Merci. Parce que je me dis que quelque part, si je le rencontre, forcément, je vais récupérer quelque chose avec lui. Je vais Yeah. récupérer peut-être sa vision. Je vais peut-être, moi, j'apprends de tout le monde. Hein. Je vais récupérer sa vision, sa manière de faire les choses, son énergie. Parce que venir dans un contexte africain et penser qu'on va faire la Champions League du tournoi de Maracana, un tournoi qui était à la limite méprisé, disons-le. Comment te vient cette idée et comment tu penses que tu vas mettre ça en place, sachant que la Champions League, c'est les premiers ou bien les meilleurs de toute l'Afrique. Alors, je ne sais pas si c'est Afrique francophone, à toute l'Afrique. Bien sûr. Je n'ai pas les déclinaisons. Je pense que c'est une suite logique. Hein? On a fait la première édition, on a été contacté par plusieurs autres pays qui nous invitent à venir déployer ça là-bas. On a fait la deuxième édition et la demande est devenue encore plus forte. C'est vraiment une suite logique parce que nous sommes suivis dans plusieurs différents pays d'Afrique, même en Europe, aux États-Unis. Et voilà, on veut, comme on a dit, la CAM, c'est Compagnie africaine Morrison. Ce n'est pas compagnie ivoirienne, c'est pour toute l'Afrique. Donc, on va exporter la compétition. Et si déjà on exporte la compétition, c'est une suite logique de faire rencontrer tous les vainqueurs des différentes compétitions locales. Donc, pour nous, ce n'est pas vraiment grande chose, mais le plus important, c'est le travail qu'il faut mettre là-bas, à l'intérieur. Et comme on a dit là, tout ça, ça rentre dans l'optique de développer le petit poteau. Voilà, ce sport-là. Donc, on ne peut pas développer un sport si on le joue uniquement dans un pays. Il faut le faire connaître aussi aux autres pays d'Afrique parce que c'est vraiment quelque chose. Il y a vraiment une certaine énergie qu'on a pu créer, une énergie d'union et de solidarité, de soutien à des gens qui n'ont jamais porté le maillot de Yopougon. Ils portent le maillot de Real, de Barça, de Chelsea. Tout ça, c'est des communes des autres pays qui sont à 7000, 8000 km de nous, qui ne savent même pas que nous existons, et on porte le maillot aussi. Et c'est ça que moi, je veux changer, en fait. Je veux voir les gens porter le maillot de Yopougon, porter le maillot d'Abobo, porter le maillot de leur propre ville. Et tout ce qu'on fait là, on est beaucoup apprécié, beaucoup suivi aussi par la diaspora. Parce qu'eux, ils connaissent la valeur de ces choses-là. Ils commandent, même il y a des gens qui commandent des t-shirts de notre compétition. En France, il y en a qui commandent depuis les États-Unis, il y en a qui commandent dans les autres pays d'Afrique. Et il y a des gens qui viennent de Divo, qui ont commandé des t-shirts qui sont au Gabon, qui portent des t-shirts de Divo au Gabon. Il y a quelqu'un qui nous a appelé, il a vu quelqu'un passer au Togo avec un t-shirt de peau noire. Il y a des gens en France qui portent des t-shirts de leur équipe. Ils sont fiers d'appartenir, ils sont fiers de leur origine, mais bon, je sais pas l'Afrique, mais la Côte d'Ivoire n'a pas encore eu cette opportunité-là de valoriser ses propres jeunes et de créer des talents localement. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est vraiment possible. Et cette concurrence saine-là des différentes villes, communes. Et cette année, même avec la 3e édition, on va amplifier ça encore. On va vraiment, vraiment, vraiment mettre le paquet. Et voilà, c'est vrai que vous voyez ça grand, mais nous, on ne voit pas ça grand pour l'instant parce qu'on veut faire beaucoup plus que ça. Mais souvent, les moyens, on a tellement de choses à faire. Et on n'est pas subventionné, on n'est pas financé, on avance sur fonds propres. Donc, c'est ce qui nous ralentit un peu. Sinon, si on avait beaucoup plus de moyens, on aurait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ce qui se passe là. Moi, je t'écoute et il y a une question qui me vient à l'esprit. C'est qui le mentor de Jonathan Morrison? Est-ce que tu as un mentor? Le mentor étant quelqu'un à qui tu voudrais ressembler ou qui t'inspire ou qui t'accompagne? Bien sûr, j'ai un mentor, même si c'est un peu dans différentes, je sais pas dire, même si je sais pas comment formuler ça. Bon, mon mentor, c'est Didier Drogba. Voilà. Mais lui, c'était un footballeur professionnel et tout ça. Moi, je ne suis pas footballeur professionnel, je suis beaucoup plus entrepreneur. Mais s'il y a quelqu'un à qui je voudrais ressembler, c'est bien sûr Didier Drogba.
par rapport à sa tenue, il est vraiment correct, il a une bonne mentalité, il impose le respect partout où il va et voilà, il me donne beaucoup de conseils. Voilà, beaucoup de conseils et c'est quelqu'un de qui je suis fan depuis tout petit, même avant de le connaître. Il m'a fait beaucoup aimer le football. Il a vraiment une carrure voilà, extraordinaire. Donc voilà, s'il y a quelqu'un à qui je voudrais ressembler, c'est bien lui. Voilà. Merci beaucoup à la légende Didier Drogba pour son parcours, de nous avoir inspirés et de m'avoir ouvert les bras aussi pour tous ces conseils qu'il me donne de tout ce temps. Voilà. Alors, à un moment donné, il y a des gens qui se sont levés pour revendiquer la paternité on va dire, du projet que tu as mené. D'accord? Et dans l'opinion publique, ce qui s'est dit, c'est qu'à la base, c'était son projet qu'il t'avait approché pour financer le projet et puis finalement, tu as récupéré le projet pour toi et tu en as fait le tien. Et donc, après, c'est parti en justice et tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette période-là? En fait, il faut dire qu'il y a beaucoup de mensonges à ce sujet-là. C'est comme une propagande. Et ces personnes-là ont profité du moment où il y avait assez de scandales autour de nous pour lancer cette compétition-là. Mais d'abord, je n'ai jamais été approché par quiconque pour réaliser un projet et j'ai pris le projet pour le faire, jamais. Et la personne même qu'ils ont dit qu'il m'a approché, la personne a démenti parce que j'ai les preuves. J'ai les preuves. Ça, c'est le premier mensonge qu'ils ont dit. Le deuxième mensonge est que la justice a tranché et tout ça. La justice n'a rien tranché. Voilà. L'affaire, moi, je ne suis jamais allé en justice à cause de cette affaire-là, en fait. Ça, c'est le deuxième mensonge. Et il faut dire que on a essayé de comprendre nous-mêmes ce qui se passait et on a vu que c'était juste de la mauvaise foi. C'était des gens qui payent des pages pour faire passer leur propagande. On a vraiment une grande partie des médias ivoiriens qui ne nous soutiennent pas, qui sont entre guillemets entre nous, qui publient, qui relaient des fausses informations pour faire croire à la population que vraiment, voilà, Jonathan est comme ci, Jonathan est comme ça. Mais en réalité, c'est juste des gens qui sont payés par ces gens-là, voilà, pour essayer voilà, de nous arracher le projet qu'on est en train de mener. En fait, leur compétition, selon nos recherches, on a vu que c'était un championnat qui se jouait en début d'année. Nous, on est venu avec une compétition de vacances. Et leur compétition, c'était un championnat qui se jouait dehors, dans le sable. Nous, on est venu avec une compétition de vacances qui se joue en salle. Tout ce que vous voyez là, c'est nouveau. Et c'est pour ça qu'on a été combattus depuis le début. Et voilà, tous ceux qui nous combattaient, après la réussite de notre première édition, ils se sont tous regroupés derrière cette personne-là pour monter de toutes pièces cette histoire et puis faire une propagande. Mais tout ça, c'est faux. La seule personne qui a l'autorisation, la seule personne qui peut donner l'autorisation à quelqu'un d'organiser sa compétition, c'est bel et bien la fédération. Ce n'est pas une autre entité. On ne peut pas voler un projet. C'est trop enfantin de le dire. Vous voyez, on peut pas voler un projet. On peut pas voler. Moi, comme ça, je fais un projet, je ne dépose même pas. Si tu peux le faire, vas-y, fais-le. De toutes les façons, mon projet est fait pour faire avancer le pays. Donc, si 10 personnes le font, ça fait 10 pas que le pays avance. Donc, je n'ai même pas besoin de crier sur tous les toits. Et je n'ai pas besoin de venir mentir aux gens pour dire que telle personne a pris mon projet. C'est impossible. Parce que c'est un projet, c'est pas forcément quelque chose qui est écrit sur papier. C'est vraiment, ça n'a pas de sens, en fait. Quand j'entends, on dit qu'il a pris le projet, c'est vraiment, ça n'a pas de sens. Mais il s'agit juste d'une propagande. Il s'agit juste d'un groupe de personnes qui se dit que vraiment, il y a beaucoup d'argent dans le petit poteau, vu ce qu'on a pu réaliser. Donc, ils vont venir faire la même chose. Et comme ils avaient organisé une compétition dans le passé qui avait le même surnom que nous, notre compétition, ils se basent sur ça pour dire que c'est leur projet. Et là où je vous parle, il y a encore 3, 4, même 5 autres compétitions qui ont le même nom, qui se jouent partout dans le pays. Et même Mas Gradel, l'international ivoirien, il avait fait une compétition aussi qui avait ce même nom. Et personne ne s'est plaint. Moi, j'ai donné le nom Tien à ma compétition pour faire honneur, pour rendre hommage à mon enfance, pour rendre hommage au terrain, là où on jouait ce même sport-là d'habitude, et pour rendre hommage à tous ceux qui l'ont pratiqué depuis le début. Parce que je savais que
cette compétition allait réussir. Voilà. Donc, je voulais donner un nom naturel, un nom normal, un nom local. J'étais bien conscient qu'il y avait d'autres compétitions qui s'appelaient Tchin, mais ce n'était pas la même chose. C'était quelque chose de différent que je venais apporter. Et ça ne me gêne en aucun cas que quelqu'un copie ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est normal. Quand tu fais quelque chose de bien, forcément, les gens vont copier. C'est tout à fait normal. Et quand je vois les gens copier, moi-même, ça me fait plaisir. Mais c'est la manière de venir copier, d'essayer de discréditer la personne pour pouvoir se faire une place. C'est ça qui n'est pas bien. Sinon, tout le monde peut copier. Hein, voilà. Ce n'est pas... Il y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Donc, mais il y a trop de mensonges à propos de cela. Et c'est vraiment gênant de voir la jeunesse s'attarder sur ces petites choses-là, de voir les gens mentir, venir dire que la justice a tranché, la justice n'a rien tranché, on n'a pas pris le projet de quelqu'un. Moi, j'ai contacté le gars en question, en fait, croit qu'il m'a vendu le projet, c'est moi-même qui l'ai écrit. Et j'ai toujours le message WhatsApp dans mon téléphone. J'ai écrit à sa structure, j'ai dit, je veux venir faire un projet de grande envergure, mais on m'a dit que c'est vous qui êtes... vraiment les meneurs de jeu du Petit Poteau en Côte d'Ivoire. Vous êtes une structure vraiment impliquée dans l'organisation des tournois. Donc, je veux travailler avec vous. Parce que moi, je viens travailler avec les jeunes Ivoiriens. Je suis venu des États-Unis tout seul. Tous ceux avec qui je connais, tous ceux avec qui je travaille aujourd'hui, c'est des gens que j'ai connus étant ici. Moi, je n'ai aucun problème à travailler avec les jeunes Ivoiriens. C'est pour ça même que je suis là. Si je voulais travailler avec des Américains, je serais resté là-bas. Travailler avec eux, je suis là pour travailler avec des jeunes Ivoiriens. Parce que j'ai aussi des amis aux États-Unis, j'ai des amis en France qui me regardent aussi, qui souvent, quand il y a des vilaines choses sur mon pays, qui m'envoient ça, qui se moquent un peu. On a un groupe, moi aussi, quand il y a quelque chose de bon, je leur envoie. C'est comme une petite concurrence. J'ai des amis qui viennent du Mexique, qui viennent de la France, qui viennent de différents pays. Donc, chacun essaie de faire pousser son pays, quoi, de dire voilà mon pays, voilà. Donc, moi, je suis là pour donner la place. Voilà, pour créer des opportunités avec ce que je sais faire. Les Ivoiriens m'ont honoré, m'ont accepté, ils m'ont donné toute la visibilité, toute la gloire même qu'un jeune puisse avoir. Le fait même d'être reçu à la présidence, c'est vraiment... J'ai été reçu à la présidence quelques jours après la première édition et c'est vraiment un honneur. Ça veut dire que le gouvernement est fier de moi. Les Ivoiriens, à chaque fois que je fais des publications, à chaque fois que j'ai des événements, à chaque fois que je fais quelque chose, je suis soutenu et moi, je me concentre beaucoup plus sur ceux qui me soutiennent plutôt que ceux qui parlent beaucoup. Mais en gros, voilà. Il n'y a pas de projet volé ici. C'est vraiment très enfantin de faire ce genre de choses-là. Je vois des pages qui sont payées pour relayer des fausses informations. Je comprends beaucoup de choses. Avec tout ce qui s'est passé là même, je dirais même que le 13 même, on a même un service de renseignement maintenant. Parce qu'il faut savoir ce qui se passe, ce qui se dit. Il y a beaucoup de choses qu'on sait. Les gens ne savent pas, mais on sait. On sait beaucoup de choses. 13 renseignements. Non, pas forcément 13 renseignements. Mais je veux dire que c'est une exagération. Hein. Oui, mais je veux dire qu'on a vraiment l'oreille attentive parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui travaillaient au sein de notre entreprise qui s'avéraient être des gens qui relayaient des informations dehors. Et voilà. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est vraiment de l'innovation. On essaie de mettre tout en place ici en Côte d'Ivoire. Et on veut faire vraiment du Made in Ivory Coast. Voilà. Okay. Donc, c'est ça. Vous venez d'assister à Valeur Ajoutée, le podcast qui met en avant des personnes, des personnalités, des parcours, des activités inspirantes et qui favorisent l'avancée de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Aujourd'hui, j'ai eu l'immense honneur de recevoir Jonathan Morrison, jeune visionnaire de son époque. On a vu ensemble ses activités, on a parlé de ses activités, de son mindset, de son parcours et de ses projets à court, moyen et long terme. J'espère que vous avez été inspiré, éduqué, transformé et impacté, car c'est l'objectif de ce podcast. Je précise également que c'est un podcast qui est sponsorisé par GG Entreprises, transport, immobilier, formation et audiovisuel. Je suis Niepa Jolanani, le fondateur et le gérant. Pensez à vous abonner et à partager au maximum. Au prochain podcast.